Bien, on va finir avec le Togo et évoquer ce rapport du Freedom House qui pointe un recul démocratique dans le pays. Le classement annuel du Freedom House, c'est un think tank américain indépendant. Ce classement, donc paru il y a quelques jours, pointe un recul des libertés publiques et de la démocratie au Togo pour le cours de l'année 2020. Dans ce rapport, le Togo a perdu 15 places pour finalement se retrouver à la 148e place, coincé entre Cuba et le Cameroun. Sur l'étude, la dégradation de l'état de droit s'explique par l'élection présidentielle profondément entachée d'irrégularités et de répression de l'opposition qui a suivi. Le rapport est intitulé « La lutte sans leader pour la démocratie ». C'est vrai que c'est pas le type de rapport que nos autorités vont vanter. On sait le genre de rapport qu'ils vantent généralement. Mais on ne peut pas ne pas parler de ceci. Est-ce que, au regard des événements avant 2020 et aujourd'hui, est-ce qu'on partage le constat de ce think tank que les libertés, en tout cas la démocratie, a reculé au Togo? Donc, vous savez, depuis un moment, quand ces genres de rapports viennent des puissances occidentales, ou soit des pays occidentaux, moi, je n'y trouve plus grand intérêt. Bon, les rapports qui en sens viennent de ces mêmes pays. Oui, non, non, bien évidemment, parce que... On a pris comme un trophée de la CAN dans ce pays le fait que le Togo est le deuxième pays qui gère très bien la Covid, parce qu'un think tank britannique l'a dit. Donc, non, quand un think tank dit ceci, on ne peut pas ne pas en parler. Et puis moi-même, je trouve que le Togo fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus, dont je n'ai pas besoin qu'ils me le disent. Donc, vous imaginez. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que un rapport qui vient des États-Unis, les États-Unis ne sont pas la première démocratie au monde. La première démocratie, c'est l'Inde. Et vous imaginez, de plus, quand on veut parler, quand vous allez au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, vous imaginez, les États-Unis sont tellement épinglés. C'est-à-dire, c'est un pays qui encourage la torture. Il y a cet exemple de Guantanamo. Quand Obama venait à l'époque, il disait qu'il allait fermer Guantanamo, mais il n'a jamais fermé Guantanamo. C'est un pays qui encourage la torture. Ce qui est extraordinaire chez les États américains, c'est que sur le territoire américain, on ne torture pas. Mais les États-Unis peuvent se permettre de torturer ailleurs. De plus, quand vous voyez un peu les rapports de la CIA avec le nombre de morts que la CIA engendre, vous allez vous demander, mais ce pays-là qui parle de démocratie, c'est ce pays-là qui torture, qui tue facilement au nom des intérêts américains. Quand vous voyez même la guerre en Irak, vous vous demandez, on a fabriqué des dossiers, on a fabriqué des documents, des mensongers, et au nom de l'intérêt américain, on allait tuer un président, on allait déstabiliser un régime, et on est allé tuer des milliers d'Américains, soldats qu'on a fait enrôler, et d'Irakiens. Donc, des rapports venant de ces pays-là, moi, je ne dis pas, je n'ai plus grand intérêt. Mais nous sommes en train de parler politique. Vous savez, le Togo, j'ai l'impression que les pouvoirs publics togolais sont en train d'encourager ce genre de choses. Ils encouragent ces genre de choses. Si nous sommes en train d'avoir ce rapport aujourd'hui, s'ils sont épinglés aujourd'hui, c'est de leur responsabilité. Ce sont eux-mêmes qui ont encouragé ça. Vous imaginez. Je le dis depuis un moment. J'ai fait un constat et je le dis, j'ai l'impression qu'on ne prend pas ça au sérieux. J'ai l'impression que juste après les élections présidentielles, les pouvoirs publics togolais se voient tellement puissants. Les pouvoirs publics togolais se voient tellement puissants. Et c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous sommes en train de voir encore. C'est-à-dire, on fait les élections présidentielles, on fait la présidentielle de 2020, avec ce que nous avons connu avec Agbome Kodjo. Et vous voyez ce qui s'est passé dans le domicile d'Agbome Kodjo. On pouvait éviter ça. Vous imaginez. Je ne dis pas qu'au regard de la loi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je dis, même si la loi dit qu'il faut faire ceci, mais attendez. Il y a des gens, nous sommes sur le plan politique, et il y a des observateurs nationaux et internationaux qui sont en train de nous observer et qui sont en train de nous noter. Et aujourd'hui, nous on a les résultats. On pouvait éviter ce genre de choses. Vous imaginez dans un pays où on a deux opposants à l'extérieur, et l'un qui se dit, oh, j'ai peur pour ma vie, l'autre qui se dit, je suis dans un centre de maïs et j'ai peur pour ma vie. Mais à l'extérieur, on ne va pas chercher, du moment où ce sont des opposants, les gens ne vont pas chercher à savoir s'ils ont raison ou tort. On a dit non, ça parle de démocratie. Au Togo, on fait exiler les opposants. Les opposants n'ont plus la sécurité de leur vie. Donc ça, c'est un élément fondamental dont on ne tient pas compte. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ceux qui dirigent le pays, pour ne pas asseoir peut-être un petit dialogue avec Achadam, avec Agbome, pour les rassurer, pour leur dire, revenez au pays. Alors, juste au lendemain de la présidentielle, il y a quelqu'un qui a sorti un Petrol Gate.
Vous imaginez, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier. Je ne dis pas que ce que le journaliste a dit est vrai ou faux. Mais, vous savez, en droit, il y a la loi. Mais dans ce même droit, il y a ce qu'on appelle l'indulgence. Ça veut dire qu'on peut fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Nous sommes au nom de l'apaisement, au nom d'un certain climat social. On peut dire, mais peut-être à la justice, mais peut-être la somme 4 millions peut-être infligée à ce journaliste, on peut gérer ça autrement. Je dis, l'indulgence existe en droit. On peut gérer ça autrement. Les gens ne vont pas chercher à savoir si le journaliste a raison ou tort. On va juste dire, nous au Togo, on demande aux journalistes de payer 4 millions. Juste après ça, une autre affaire qui concerne les journalistes à la HAC. La HAC fait des sorties extraordinaires et après, on parle de retraite de récépissé au tribunal. Vous imaginez, est-ce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ça, sur cette affaire, ou gérer ça autrement? À l'extérieur, les grands organismes de presse, les grands organismes qui font ces rapports vont se dire, au Togo, dans les tribunaux, on retire des récépissés aux journalistes. Et encore que après, il y a la HAC qui dit, on suspend un journal de 4 mois de fonctionnement. Vous imaginez, tout ça là, vous allez dire que non, ça ne fait rien. Non, ils ont violé la loi, on doit respecter. Le Togo, c'est un pays de droit, on doit respecter la loi. Tout ça là, ça lance un discrédit sur vos efforts démocratiques que vous avez fait pendant des années. C'est ce qui encourage ce genre de rapport, alors qu'on pouvait éviter ça. Alors, Germain Sossou, quand vous prenez le rapport aussi, on a l'impression que c'est vrai qu'on parle de recul démocratique au Togo, mais c'est comme si tout est construit autour du seul événement qu'est la présidentielle. Est-ce que ce seul critère suffit pour dire qu'il y a recul démocratique? Oui, par rapport à votre question, vous savez, pour savoir qu'un pays démocratique, il y a des critères. Il y a des critères. Et parmi les critères, vous avez les libertés individuelles et collectives. Donc, pour mesurer qu'un pays... Voilà, donc, on vous suit. En ce qui concerne notre pays, le Togo, vous m'excusez de vous rappeler, moi, je l'avais annoncé depuis fort longtemps. Et j'ai dit souvent à nos compatriotes, pour ceux qui peuvent retrouver ça sur YouTube, lorsque notre frère, pasteur Edo Komi, a été arrêté à une conférence, j'avais averti les Togolais que dans 5-10 ans, le Togo retournera au parti unique de fait. Donc chez moi, ça se poursuit. Et donc, que le constat vienne dire aujourd'hui que le Togo a régressé, pour moi, le Togo régressait depuis fort longtemps. Alors, prenons juste les questions des libertés collectives. Prenons la loi sur la manifestation, qui a été une loi que nous avions votée et qui a permis vraiment aux manifestations jusqu'en 2017. Vous savez ce qu'on en a fait. À l'Assemblée, on a modifié la loi sur la manifestation. Prenons la liberté de presse. Ça, vous venez d'évoquer en disant qu'il y a une cuillère de télévision radio qui ont été fermées. Jusqu'à la problématique de l'alternative, tout ça, les d'autres journaux. Il y a eu LCF qui est passé par là. Donc, depuis, voilà, City FM, tout ça, ces radios ont été fermées. Et puis, mais, comble, c'est ce qu'on a fait tout récemment. Vous m'excusez, avec l'arrestation de votre confrère et tout ça, là. Mais ça, ce sont des critères, des paramètres. Mais si vous quittez là-bas, sur le plan syndical, prenez les syndicats au Togo. Voyez-vous tout récemment avec le ministre Bawara, vous avez vu, quand les gens ont voulu créer le syndicat, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Donc, les gens ne font pas le rapport pour faire. Ils suivent ce que vous faites. Ce n'est pas parce que ça vient de l'Occident, ils suivent. Et donc, actuellement, les syndicats, pratiquement, n'existent pas au Togo. Ce n'est pas, ils existent, mais ils existent de nom. Parce qu'on ne les permet pas véritablement. Et comme il y a aussi la maladie qui va avec, on s'est servi de tout ça. Il n'y a pas les libertés. À part ça, sur le plan associatif, les associations, est-ce que vous voyez les associations de défense des droits de l'homme qui étaient très, très actives? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voyez vraiment les associations? Ça, ce sont des constats. Maintenant, vous quittez là-bas, vous allez sur le plan politique. Sur le plan politique. Sur le plan politique, là aussi, vous m'excusez de le dire, parce que le mois est haïssable. Avant qu'on aille aux élections de 2020, j'ai eu la chance de passer sur ce plateau. Personnellement, j'ai souhaité que Faure Gnassingbé ne se présente plus. Quand bien même nous sommes de l'opposition, nous savons qu'au Togo, tout est verrouillé. Le pouvoir politique au Togo est dans la main d'un seul clan. Mais tout au moins, faites en sorte qu'une personne de votre clan puisse vous succéder. Mais le chef de l'État actuel,
nous l'avons dit en passant, en acceptant faire le 4e mandat, l'opposition n'est plus son problème. Nous, on avait averti. Donc, ce que vous avez vu, les assassinats qui n'ont pas dit leur nom, notamment du commandant colonel Madjoulba et tout ce qui s'est passé, nous, on avait annoncé, on a dit que quand le Faure Gnassingbé prendra le 4e mandat, ce n'est plus l'opposition qui est son ennemi, c'est dans son sein, dans ses propres rangs, qu'il trouvera les ennemis. Mais ça aussi, ça participe à l'écrasement des libertés individuelles et collectives. Lorsque on se dit, ben, je vais être président à vie, on ne le proclame pas, mais en fait, on l'offre ça comme un cadeau fait par le peuple dans son ensemble, évidemment, on n'est pas dans une démocratie. Donc, nous tous, nous aurions souhaité que la démocratie aille, en faisant en sorte que les libertés que nous avions acquises, qu'on ne les réduise pas, mais qu'on les amplifie. Mais aujourd'hui, vous avez quand même quelques députés qui ont le courage, qui regrettent ce qui se fait à l'Assemblée. Mais pratiquement, moi je l'ai dit sur ce plateau, contrairement à beaucoup de mes camarades de l'opposition qui estimaient que l'élection de 2018, que les députés ont été nommés, moi j'ai dit, je n'ai pas été d'accord de ce qui a été fait, mais ça reste pour moi des députés, ils ont été élus. Je subis les conséquences d'une attitude que je n'ai pas pu adopter pour parer à ça. Mais ce sont des députés. Mais aujourd'hui, c'est comme si les députés n'existent pas. C'est dommage. Vous avez les députés, on dit que sur la forme de la crise, demandent au chef de... Ils ont pratiquement renvoyé le pouvoir de l'Assemblée dans les mains du président. Vous savez qu'actuellement, c'est ça. C'est que le chef d'État ne veut même pas en exercer tellement, sinon, ils l'ont tout donné. Donc, comment vous voulez qu'on dise... Donc, nous sommes dans les reculs des libertés. Oui, mais nous sommes arrivés pour terminer. Nous sommes arrivés à la décentralisation. La décentralisation qui doit aller avec toutes les dispositions. Vous savez que là aussi, c'est des problèmes. Comment vous pouvez permettre à des gens, vous dites vous leur donnez la liberté de se gérer de façon à la base, mais vous faites en sorte qu'il n'ait aucun pouvoir pour mouvoir. Mais ce ne sont pas des libertés. En démocratie, il y a les critères de liberté. Donc on va revenir sur peut-être d'autres aspects. Ce constat que fait ce think tank, j'ai envie de dire que il n'est pas propre au Togo. Il y a, s'il faut parler de recul, sur tous les plans que cite Germain Soussou, surtout depuis la survenance de la pandémie, la plupart des pays ont appliqué des mesures qu'on juge recul démocratique. Non, sur ce point, moi, en ce qui concerne la pandémie, la pandémie, c'est comme nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans une circonstance exceptionnelle et on prend des mesures exceptionnelles. Donc, sur ce point, on peut parler de démocratie, on peut parler de recul démocratique. Et là, sur ce point, moi, je ne peux pas épingler le pouvoir parce que c'est la circonstance qui l'exige, qui oblige à prendre certaines décisions. Vous imaginez, quand on parle de couvre-feu, quand on interdit les manifestations, peut-être parce qu'on veut, on ne veut pas assez de rassemblements, on ne veut pas un rassemblement de 10, de 20, de 30, de 100 ou de 200 personnes. Ça, c'est pour préserver la vie humaine, c'est pour protéger la santé des populations. Sur ce point, je pense qu'il y avait un récent rapport qui avait parlé de ça, mais qui avait beaucoup plus parlé de 2020. Et parlant de 2020, c'est coronavirus. Et moi, sur ce point-là, moi, je dis le pouvoir ne pouvait autrement, en quelque sorte. Sur ce point de Covid-19, si on dit pendant la gestion Covid-19, le pouvoir a violé la règle de droit, le pouvoir a violé les principes démocratiques, moi, je dis le pouvoir ne pouvait rien d'autre, ne pouvait faire que ça pour protéger la santé de ces populations. Mais le rapport n'a pas beaucoup plus parlé de ça. Et le rapport n'a pas parlé de Covid. Non, ils se sont plus appesantis sur la présidentielle. Sur la présidentielle. Oui. Et moi, sur ce point-là, moi, je dis, ce n'est pas la première fois. C'est comme, on a demandé des présidentielles depuis 2010, 2003, 2010. C'est ce qu'on remarque. Le pouvoir se voit puissant. Oui. Regardez, en 2010. Mais est-ce qu'on peut objectivement analyser la période 2020, période présidentielle, sans parvenir à cette conclusion de recul? Objectivement. Non, jamais. Non. Objectivement, la conclusion, c'est que sur le plan de la démocratie, le pays a reculé. Sur le plan de la démocratie, même quand on parle de liberté, il n'y a plus. Toutes les manifestations presque sont interdites. Entre-temps, la dynamique, Kodjo voulait organiser une manifestation, on l'a interdite. C'était le 5 octobre, je pense. Oui, on l'a interdite. Et la raison évoquée, c'était le coronavirus. Toutes les manifestations politiques, en réalité, sont beaucoup plus interdites. Et au nom du droit, c'est une violation des règles démocratiques. Vous
imaginez? Et même, regardez, même quand on dit, quand on parle de retrait de récépissé Voilà. d'un journal, en réalité, oui. Quand on parle de liberté, où la liberté de presse est consacrée, la liberté de presse, c'est une liberté obtenue après de hautes luttes. Voilà. Vous imaginez la liberté de presse? Peut-être on peut sanctionner le journaliste autrement, mais lui retirer son récépissé, ça veut dire d'abord il perd son emploi, ça veut dire qu'il n'a plus de canal de diffusion de son information, de ses informations. Vous imaginez, sur ce point-là, on parle de violation de la liberté de presse. Oui. Et là, on va noter ça comme un recul démocratique. Bien sûr. Vous imaginez? Et vous imaginez encore, quand on parle, on voit encore un opposant qui n'est pas sur le territoire, qui dit avoir peur pour sa vie. Et on parle même de mandat d'arrêt international, non? Contre un Non, il paraît que le mandat, en tout cas, ceux qui doivent l'exécuter ont refusé d'exécuter. Ils n'exécutent pas de mandat politique. Oui, mais c'est ce que... Donc vous imaginez, quand quelqu'un dit que j'ai peur pour ma vie, alors que celui-là, il a participé à la récente élection présidentielle. Il a participé, et il dit avoir les résultats. Il dit que c'est lui. Mais... au vu de ces genres de choses, mais les organismes se disent, mais vous imaginez, au Togo, les opposants ne sont plus en sécurité. Donc, quand on voit tout ça, en 2020, la conclusion, c'est que, ou la conclusion la plus simple à laquelle on pourrait parvenir, c'est que le pays a reculé sur le plan démocratique. Oui, c'est pour cela que moi, je voulais, avec votre permission, dire que lorsque vous focalisez ça sur la présidentielle, c'est trop flagrant, la présidentielle de 2020, tout le monde voit. Et vous l'avez bien dit, de citer un certain nombre de partis pour des opposants, dont M. Tipi, qui n'est plus au pays, dont on a pratiquement interdit ses partisans de se rassembler. Mais bien avant ça, vous savez, parlant même de cette présidentielle 2020, mais vous savez que les collaborateurs de M. Agbéomé, notamment M. Philbert, Mme Adjamagou, on leur a interdit de parler du scrutin. Du scrutin, les gens qui sont des chefs de partis politiques, vous leur demandez de ne pas parler. Mais alors que constitutionnellement, c'est voilà, pas possible. ce sont des reculs. Alors vous dites, au-delà de ces hommes, prenez les institutions. Prenons, commençons par la HAC elle-même. Regardez comment la HAC se comporte. Comment vous voulez qu'on ne parle? C'est du recul. La HAC, tout le monde connaît les fonctions de la HAC. Nous, les politiques, on aurait vu une HAC qui, je ne dirais pas qui protège, mais devant des choses qui fait en sorte qu'on sente que c'est une coopération, mais qui soit plutôt, je ne sais pas, l'épée des Damoclès sur les... Mais, à part de, les institutions-là sont... Nous pensons que les institutions-là ne sont pas indépendantes. Vous allez au niveau de la justice aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez comment les opposants, par exemple, ou tous ceux qui n'ont pas les mêmes idées que le parti au pouvoir, et c'est pour cela que je vous ai parlé des syndicats. Au Togo, vous avez eu des enseignants, dont certains Abuja que vous connaissez, vous avez vu comment on l'a muté d'un endroit à un autre, Donc, ce sont des faits. Et si vous ne les voyez pas, vous voyez seulement la présidentielle, vous allez oublier. Donc, les reculs de la démocratie, c'est la perte des libertés. Or, ces libertés-là, elles ont été chèrement acquises à partir de 1980. Nous avons reculé complètement. Et les institutions, dans un État démocratique, c'est les institutions qui font avancer. Mais c'est aussi les hommes. Lorsque les hommes sont caporalisés, lorsque les institutions sont caporalisées, il n'y a pas de démocratie, il y a une façade de démocratie. Et même pour que la démocratie soit, il faut que ce soit tous les hommes, tous ceux qui sont épris de liberté, qui prennent conscience et se disent qu'au Togo, si on ne sait pas faire, effectivement, comme nous avions annoncé, on retournera au parti unique de fait au Togo. Est-ce que vous pensez que le pouvoir de Lomé a suivi, bon, je sais qu'il doit probablement avoir suivi ce rapport et pourrait en tenir compte pour des améliorations? Je pense pas trop. Je ne pense pas trop. Je pense que le pouvoir, il y a quelque chose qui dérange peut-être, mais qui ne fait pas du bien au pouvoir. J'ai l'impression que le pouvoir se surestime en quelque sorte. Le pouvoir, et c'est ce que j'ai tenté de dire depuis un certain moment. Le pouvoir se surestime. C'est-à-dire, le score, les législatives, les 3 élections, sont en train de noyer le pouvoir. Et c'est ça, voilà un résultat. Les 3 élections sont en train de noyer le pouvoir. En 2018, le pouvoir s'est vu puissant avec les législatives. En 2019, le pouvoir s'est vu puissant avec les locales. La présidentielle, elles sont à 10%. Le pouvoir se dit, on est tellement puissant, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on laisse ces petites erreurs-là se glisser là. Et le pouvoir croit que c'est rien. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de nous observer. Vous savez, même si l'extérieur ne nous observe pas, il y a des gens qui sont dans ce pays, qui sont des organisations de défense des droits de l'homme, qui notent
qui notent. Et peut-être on ne parlera même pas, on ne sait pas si ce qu'ils disent est vrai ou faux. Mais eux, ils envoient à l'extérieur directement. Et ils disent peut-être ceux dont on suspend un journal de 4 mois, ils vont pas peut-être dire la bonne raison pour laquelle on a suspendu le journal, mais ils envoient ce rapport-là à leurs partenaires, et les partenaires tiennent compte de ces éléments-là, et c'est avec ça qu'on prend ces rapports-là aujourd'hui. Donc le pouvoir doit savoir qu'on n'a plus besoin d'erreurs. Du moment où il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'a plus besoin d'erreurs. Il y a des choses sur lesquelles on peut fermer facilement les yeux, sur lesquelles, mais du moment où ça ne dérange pas l'intérêt public, du moment où ça ne porte pas atteinte à la sécurité publique, du moment où ça ne porte pas atteinte à l'intérêt général, on peut essayer, comme un bon père de famille. Nous sommes en politique, on peut fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Le rapport, en réalité, doit inspirer le pouvoir, doit amener le pouvoir à revoir toutes ces copies. Amener le pouvoir à revoir toutes ces copies. Ici, on n'est pas comme le Rwanda, on peut se permettre un certain nombre de choses. Mais comment il s'appelle? Le président rwandais, Paul Kagame, c'est un dictateur qui s'assume. Paul Kagame, c'est un dictateur, il est dictateur, il dit aux opposants, je vais vous enfermer, si vous parlez encore, vous retournez en prison. Ici, on ne peut pas dire ça. Mais les partenaires sont avec lui. Les partenaires internationaux sont avec lui. Il s'assume. Il est dictateur et il assume. Et puis il dit, je vais tuer cet opposant. Personne ne va rien lui dire. Et il gère son pays avec l'aide des partenaires. Mais ici, on ne peut même pas se permettre d'enfermer un opposant. C'est pas possible. Ici, on ne peut jamais envoyer un opposant, c'est-à-dire un opposant grand nom, on l'envoyer en prison. On ne peut pas le faire, l'assumer. C'est pas possible, parce qu'il y a des gens qui sont sur nous, parce que géostratégiquement, ce n'est pas possible. Nous sommes en train de construire une démocratie, et aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin des partenaires. On a besoin des partenaires pour financer le PND, on a besoin des partenaires pour venir investir dans le pays, et on ne peut pas se permettre un certain nombre de choses. On n'a plus besoin d'actes de violence dans ce pays, et donc il y a des choses qu'on ne peut pas assumer. Donc, ce rapport-là doit beaucoup plus inspirer le pouvoir et amener le pouvoir à améliorer sa copie. Oui. Le développement va de pair avec les libertés. Si vous voulez que, quand vous parlez du PND ou tout ça, là, si vous voulez que le pays se développe, mais vous étouffez les populations, vous les empêchez quasiment d'être ce qu'ils sont, vous ne pouvez même pas quasiment rien faire. Donc, ce qui a été fait, quand Samuel pose la question sur le pouvoir, moi, je crois que avec l'émission que nous faisons, bien d'autres, je crois que on peut être si puissant jusqu'à quand? Parce que j'ai déjà dit dans l'autre disant que, vous savez, la puissance, la force est une roue pour tour. C'est une roue pour tour. Vous ne pouvez pas être puissant éternellement, c'est pas possible. Ça n'existe nulle part au monde. Et lorsque vous avez la possibilité, lorsque vous avez eu la félicité, à un moment donné, soit sur la base des erreurs des autres, et que vous êtes arrivé au firmament, il faut en être humble. Il ne faut pas se dire non, on est tout puissant, on fait ce que bon nous semble, l'autre, lui, n'est rien, on peut l'écraser, on peut même faire ce qu'on veut. Non. Si on a dit qu'il y a du recul, et le pouvoir sait qu'il y a du recul. Le chef de l'État, il sait qu'il y a du recul. Peut-être qu'il a un cap, et comme nous le disons, nous croyons fermement, et ça c'est notre opinion, nous restons persuadés que le chef de l'État, il veut rester au pouvoir à vie. Ça, il veut rester au pouvoir à vie. Parce que, voilà... En tout cas, si la Constitution le lui permet. Oui, oui, lui-même, il a fait ça. Et officiellement, il doit partir bientôt. Mais bon, et s'il veut rester en vie, parce que quelqu'un qui veut partir, c'est dans les actes que vous voyez. Même si vous avez quelques années devant vous, vous savez que quand vous êtes venu sur la base d'un certain nombre d'erreurs. Vous anticipez sur ça. Vous créez les conditions de votre futur départ. Ça voudrait dire que le chef de l'État actuel, au-delà des 70%, c'est plus de 70% qu'il dit avoir eu à la soviétique, les Togolais, ça ne lui garantit absolument rien. Parce que après le pouvoir, il y a une vie. À moins qu'il me donne raison en disant que lui, il n'aura pas une autre vie que le pouvoir. À partir de cet instant, il est garanti. Autrement dit, on anticipe à ça. On dit, mais voilà, je suis venu au pouvoir, je reconnais qu'il y a eu des erreurs. On fait comment? J'ai l'intention de partir dans 5-10 ans, tout ça, on fait comment? Où est-ce que vous avez vu ça? Ce n'est pas à l'approche de votre départ que ça se déclenche. C'est pour cela que nous disons, quand nous disons que les gens veulent rester à vie, on ne le dit pas parce qu'on ne les aime pas. Mais c'est dans les actes qu'on voit. Parce que quand vous avez derrière vous des casseroles, on règle ça. Et vous rassurez les gens que, au terme de ça, je vais partir. Tout le monde voit ça. Donc moi, je reste persuadé que les libertés qu'on est en train de diminuer arrange plutôt le chef de l'État, quitte à lui permettre véritablement de ne même plus avoir une opposition politique au Togo, de ne même plus avoir des syndicalistes, de ne même pas avoir des associations de défense des droits de l'homme, et que, comme un cadeau,
on retournera tous au parti unique de fait et que ça devienne un parti État. Une chose est sûre, ce genre de rapport, ça n'arrange pas l'image du pays. Oui, bien évidemment. Et on est en train d'en parler ici. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'embête un peu quand des organismes américains en parlent et que peut-être au Conseil des droits de l'homme aussi, qu'il y a une grande réunion internationale, c'est ça, c'est dans cette année ou l'année prochaine, et où on tient compte de ces éléments contenus dans ce rapport-là. Ça n'aide pas. Et puis, il y a certains qui m'ont dit, jusqu'à présent, le Togo. Et puis, c'est là où les gens continuent pas aller sur Internet. Quand il y a certains même qui ne sont pas de ce pays, qui sont dans d'autres pays, qui voient un peu, avec ces rapports, ils connaissent un peu le pays, ils se disent, on parle de Cuba, on parle de Cameroun, et on parle de Togo, vous imaginez. Donc, puis Cuba, alors qu'il y a des milliers d'opposants dans les prisons cubaines aujourd'hui. Donc, sur ce point, on ne peut pas comparer les deux. Mais vous savez, ce sont ces petites erreurs-là qui classent le pays là, avec ces genres de pays. Quoi. Parce que quand on veut parler de la dictature, on ne peut pas parler du Togo. C'est-à-dire quand on veut parler de la dictature pure et dure, c'est le Cuba. Vous imaginez, c'est le Cuba. Et aussi, quand des gens qui ne sont pas de ce pays, qui vont sur Internet, et puis qui disent, qui fouillent un peu le Togo, et puis on va dire, il y a eu. Et puis il y a des images atroces qui reviennent, peut-être les images peut-être de 2017, peut-être les images de 2005, qui reviennent, qui disent, non, il y avait un président qui avait dirigé le pays, après son fils qui lui a succédé. Là déjà, vous imaginez, celui-là qui ne connaissait pas le pays se dit, c'est un pays dictatorial, c'est pas un bon pays, c'est pas ainsi de suite. Peut-être, il connaît peut-être certains patrons ou certains investisseurs qui peut-être, sur le plan touristique, vont vouloir juste venir faire du tourisme dans le pays. Mais avec ça, ils auront peur. Donc, ce sont des choses qui n'arrangent pas le pays sur le plan international. Aujourd'hui, le pays est en train de s'ouvrir, bien sûr. Et on doit faire l'effort d'éviter ces genres de choses. Moi, sur ce point, je dis, il faut beaucoup plus protéger. Pour avoir une bonne image à l'international, il faut beaucoup plus protéger les journalistes. Leur créer de bonnes conditions de travail. Revoir le code de la communication, le code de la déontologie et de l'éthique, revoir leur code. Avec ce nouveau code-là même, les journalistes ont peur. Avec le nouveau code de la presse et de la communication, les journalistes ont peur. Vous imaginez notre nouveau code, ça fait peur. On exclut catégoriquement les réseaux sociaux. Vous imaginez donc, avec ce nouveau code même, les journalistes se disent, si on ne fait pas attention, et l'article 497 du code pénal qui plane, donc il y a, dans cette ambiance-là, les journalistes ont peur. Donc sur ce point-là, pour éviter ce genre de rapport, puis ceux-là qui vont en parler sont des journalistes, ceux-là qui vont faire la communication de ce pays-là, de ce que le chef de l'État est en train de faire à l'interne, mais ce sont les journalistes, nous qui allons bien parler de ce pays. Sur ce point, il faut bien protéger les journalistes, il faut bien protéger les défenseurs des droits de l'homme, il faut bien protéger la population. Il faut permettre à la population de s'assurer au moins 2 à 3 repas par jour. D'accord. En tout cas, ils ont le vent en poupe les chefs d'État. Vous savez que le président ivoirien a donné sa parole, il est revenu sur ça. Rien ne s'est passé. On dit même qu'il prépare son défunt là-bas. Sassou Nguesso, la même chose. Vous savez, le président camerounais, c'est idem. Donc, à partir de cet instant, c'est comme un syndicat des chefs d'État. Et tout ce que nous disons là, ça c'est de la littérature, c'est des idéalistes, ils veulent que le monde soit. Ils sont dans un syndicat, il faut garder le pouvoir, il faut même mourir à vie comme nous avons dit. Et je crois que aussi longtemps que les peuples africains n'auraient pas trouvé des voies et moyens légaux, démocratiques, pour pousser ces personnes-là à des véritables réformes démocratiques. Je crois qu'ils vont toujours serrer les étaux et que les libertés vont disparaître. Germain Soussou, merci également à Firmin Teko. Merci à vous tous d'être restés avec nous. On se retrouve demain.